Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 9 de la série consacrée au logiciel Geniator. Aujourd'hui, nous allons vous parler du dictionnaire des noms de lieux. Je clique tout d'abord sur le bouton rouge des utilitaires en haut et à droite de l'interface, puis sur le bouton blanc au bout de la ligne de l'article 3 petit c, intitulé comme suit « Les noms de lieux et leurs subdivisions territoriales ». Alors je clique sur ce bouton. Et j'obtiens maintenant la liste des pays qui sont situés au niveau 2 du dictionnaire des noms de lieux. La liste des pays que vous voyez ne risque pas de changer très souvent, car il s'agit des pays qui sont membres de l'ONU. Comme nous avions besoin d'uniformiser la façon de nommer les pays au niveau 1, et que l'anglais prédomine à l'ONU, nous avons choisi de désigner ces pays selon la forme anglaise de leur nom. Cependant, dans la deuxième colonne, celle que vous voyez ici, vous trouverez la traduction française de ces noms et parfois le nom dans la langue officielle du pays concerné. Si le logiciel rencontre un nom de pays selon la forme de la deuxième colonne, il le traduira selon la forme de la première colonne, par souci d'uniformité. Certains États ne sont pas représentés dans cette liste que vous voyez dans la première colonne. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de l'ONU, tout simplement. En ce cas, vous les trouverez au niveau 2 par rapport aux pays qui les représentent à l'ONU. Par exemple, vous trouverez Taïwan au niveau 2 de la Chine. La Chine que vous voyez ici, China. Alors, si vous cliquez ici au niveau 2, vous trouverez Taïwan, sûrement. Et c'est la même chose pour Puerto Rico, que vous trouverez au niveau 2 par rapport aux États-Unis. Alors, si je clique sur U pour les États-Unis, eh bien, en cliquant sur la flèche rouge, vous arriverez au niveau 2 de ce pays et vous trouverez Puerto Rico. Dans cette première page sur les pays, d'autres informations d'ordre encyclopédique peuvent vous être utiles. Il s'agit de la population, que vous voyez ici, et de la superficie des pays. La densité est calculée automatiquement à partir de ces deux informations. Vous pouvez changer vous-même la population des pays en indiquant en haut de la colonne l'année du recensement concerné. Vous pouvez faire la même chose pour la capitale de chaque pays. Pour passer au niveau 2 d'un pays, il faut tout d'abord le choisir. Il suffit d'inscrire la première lettre du nom anglais de ce pays dans le cadre de recherche au sommet de la liste. Par exemple, si je recherche la France, je vais écrire la lettre F dans cette case de recherche et vous voyez que la France apparaît immédiatement dans la première colonne. Vous pouvez alors cliquer sur la flèche rouge pour vous rendre au niveau 2 par rapport à ce pays. Le titre de la première colonne au niveau 2, à savoir région, État, province, correspond à des termes génériques pour désigner le niveau 2 de tous les pays, sachant que ces termes peuvent varier d'un pays à un autre. Par exemple, pour la France, il s'agit plutôt de régions, des régions principales. Pour d'autres pays, comme le Canada, ce sera plutôt les provinces. Mais pour certains pays, il s'agira de régions géographiques non officielles, puisque c'est vous qui devrez à ce moment-là les définir.
Si vous connaissez un terme plus spécifique pour désigner le niveau 2 d'un pays, vous pouvez l'inscrire vous-même dans la case vacante prévue à cet effet au-dessus des termes génériques. Vous voyez ici, vous avez une case vacante. Mais cette information est facultative. Pour la France, puisque nous sommes ici dans le niveau 2 du pays de la France, eh bien, le niveau 2 contient toutes les régions principales du pays qui sont dotées de la numérotation officielle, comme vous voyez ici. Mais il y a aussi d'autres territoires qui ne sont pas numérotés, mais qui sont également administrés par la France. C'est ceux que vous voyez ici, comme Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna. Choisissons une région. Par exemple, la Haute-Normandie, que vous verrez ici, et nous cliquons sur la flèche rouge pour nous rendre au niveau 3 du pays en question, qui est toujours la France. Alors, ici, nous voyons que les termes génériques sont région, comté, département. Et pour la France, il s'agit plutôt de département. Mais pour d'autres pays, comme la Tunisie par exemple, il s'agit de gouvernorat. Alors à ce moment-là, vous pouvez, si vous le désirez, inscrire ce nom spécifique dans cette case vacante que vous voyez ici. Mais cela est facultatif. Choisissons parmi ces départements la Seine-Maritime que vous voyez ici. Alors, nous allons passer au niveau 4 en cliquant sur la flèche rouge que vous voyez ici. Ici, nous avons les arrondissements. Alors, pour d'autres pays, pour la France, ce sont des arrondissements, mais pour d'autres pays, ça peut être, par exemple, MRC, qui signifie municipalité régionale de comté, ou ça peut être autre chose que vous pourrez indiquer, si vous le voulez, dans cette colonne, dans cette case vacante. Mais cela est toujours facultatif. Choisissons l'arrondissement de Rouen pour nous rendre au niveau 5, qui est celui des villes et des communes. Évidemment, la ville de Rouen, qui est le chef-lieu de cet arrondissement, fait partie des villes que vous voyez ici, de même que quantité d'autres villes. En principe, la liste que vous voyez ici à l'écran devrait contenir toutes les villes officielles existant actuellement dans l'arrondissement de Rouen. Et c'est la même chose pour tous les arrondissements de la France. Mais il se peut que des personnes soient nées, se soient mariées ou soient décédées dans des villes ou des villages qui n'existent plus ou qui ont changé de nom. Ces villes ou villages ne paraîtront pas donc dans cette colonne que vous voyez ici. Que doit-on faire en pareil cas? Eh bien, je crois qu'il sera plus facile ici de vous donner une petite démonstration. Retournons dans l'interface et choisissons une personne au hasard. Alors, je clique ici et disons que M. Abraham Breton serait né dans une ville fictive, imaginée, qui s'appellerait Saint-Rondon. Alors, je vais donc tout d'abord écrire la lettre F dans la case du pays, puisque, comme vous le savez, il faut toujours indiquer le pays tout d'abord. Alors, j'écris F et je clique sur le nom du pays, France, qui s'inscrit dans la case. Et automatiquement, le curseur m'amène dans la case pour inscrire le nom de la ville ou du village. Alors, je vais écrire Saint-Rondon. R-O-N
Saint-Rondon. Alors, comme vous voyez, il y a tout de suite un message qui m'est envoyé par le logiciel me disant que ce que vous avez commencé à écrire dans cette case ne correspond à aucun nom déjà inclus dans la superliste. Que dois-je faire alors? On nous le dit ici au numéro 2. Si le nom est nouveau, complétez-le dans la case et double-cliquez dessus pour l'enregistrer et l'ajouter à la superliste. Alors, je vais donc double-cliquer sur ce nom. Et vous allez voir qu'un message, un nouveau message m'apparaît me disant ceci. Le nouveau nom a bien été enregistré dans la fiche de l'individu, c'est-à-dire la fiche de M. Abraham Breton. Cependant, pour l'inscrire dans le dictionnaire des noms de lieux, vous devez indiquer les subdivisions territoriales dont il fait partie. C'est normal puisque c'est un nouveau nom. Alors, on ne le connaît pas encore. Alors, faites-le aussitôt que possible dans le module 3 petit e des utilitaires. Alors, c'est ce que nous allons faire puisqu'on nous permet de nous y rendre automatiquement en cliquant sur ce bouton ici. Alors, vous voyez que le nom de M. Abraham Breton est bien indiqué et qu'il s'agit de sa naissance. C'est important de le savoir aussi. Et la nouvelle ville, qui s'appelle Saint-Rondon, est bien inscrite dans le pays de la France. Mais ce qui manque, ce sont les subdivisions territoriales afin d'identifier l'endroit vraiment où se trouve cette nouvelle ville. Alors, je sais qu'il s'agit d'une ville dans l'arrondissement de Rouen. Alors, je vais donc écrire au niveau 4, c'est-à-dire dans la case suivante, la case de l'arrondissement, je vais écrire R, disons O, et ça suffit, RO suffit. Et vous voyez que Rouen apparaît immédiatement dans la superliste. Je clique sur ce nom et toute la chaîne s'inscrit automatiquement. Alors, c'est très facile comme vous voyez. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est donc de transcrire cette belle ligne au dictionnaire des noms de lieux, ce que je fais en cliquant sur le bouton que vous voyez ici. Alors, tout est fait. Et pour m'en assurer, parce que, comme vous savez, il faut toujours s'assurer de tout, alors nous allons voir si Saint-Rondon est bien inscrit dans la liste que vous voyez ici. Alors, je vais écrire cette fois-ci, non pas ST pour Saint, je vais écrire SAINT. Parce que, vous savez, dans les dictionnaires, il faut toujours écrire les saints selon la forme longue. Alors, je vais donc écrire R. Alors, ça suffit, Saint R. Vous voyez, il apparaît immédiatement Saint-Rondon. Ben, comme il s'agit d'une ville qui n'existe pas, je vais tout de même inscrire entre parenthèses le nom de la grande ville qui a supposément absorbé cette ville qui n'existe plus. Alors, disons que comme il s'agit de Rouen, je vais écrire ici entre parenthèses Rouen. R-O-U-E-N. Alors, comme ce nom apparaît dans une liste de noms officiels et que ce nom-là, en réalité, ne correspond à aucun village, eh bien, c'est toujours important d'indiquer entre parenthèses un indice pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'un ancien village qui a été absorbé par la ville de Rouen. Cependant, comme il s'agit d'un nom fictif qui n'existe pas en réalité, c'est un nom que j'ai ajouté aux fins de la présente démonstration, je vais immédiatement le supprimer et à cet effet, je vais cliquer sur le petit X que vous voyez au bout de la ligne, comme ceci. Et alors, voyez-vous, si tout est maîtrisé, supprimer la ligne, c'est un avertissement au cas où je n'aurais pas bien localiser le nom à supprimer. Alors, je clique ici. Voilà, le nom est maintenant
supprimé définitivement. Alors, je retourne à l'interface principale et je ne suis pas surpris de voir que le nom est disparu puisque je viens de le supprimer dans le dictionnaire. Mais il me reste tous ces noms-là. Je vais aussi les supprimer en cliquant sur le nom ici, France, et je vais l'effacer. En effaçant le pays, il est évident que tout ce qu'il y a avant le pays va également disparaître. Alors voilà, c'est fait. Donc, je retourne au dictionnaire des noms de lieux où j'étais tout à l'heure. Parlons maintenant de la deuxième colonne intitulée Version interceptée. Alors, comme vous voyez, elle est vide actuellement et nous allons tout de même vous dire à quoi sert cette colonne. Supposons que vous rencontrez plusieurs fois le même nom erroné ou mal orthographié dans des documents. Cela vaut sans doute la peine de le copier, ce nom-là, tel quel, avec l'erreur, dans cette colonne, vis-à-vis du nom du nom officiel qui, lui, sera bien orthographié. Par exemple, je vois ici le nom bien orthographié de Belbeuf. Alors, ici, je le vois. Hein? Et j'ai vu à un endroit, ou à plusieurs endroits, qu'on l'avait écrit par erreur Belbeuf, B-E-L-B-O-E-U-F. Ou mieux encore, je sais que dans un fichier JEDCOM, que je m'apprête à importer, le nom est écrit de cette façon, B-E-L-B-O-U-E-F. Je vais donc écrire ce nom d'une façon erronée dans la deuxième colonne intitulée Version interceptée. Alors, je vais l'écrire comme ceci, B-E-L-B-O-E-U-F. Alors, si jamais le logiciel rencontre ce nom dans des documents importés ou autres, écrit de cette façon, B-E-L-B-O-U-F, automatiquement, il l'écrira de la bonne façon, c'est-à-dire B-E-L-B-U-F. Alors, voilà, c'est cela à quoi sert cette deuxième colonne intitulée Version interceptée. Je vais donc enlever ce nom-là puisque c'est au fin seulement de la présente démonstration. Jusqu'ici, nous n'avons vu que 5 niveaux. Les 5 premiers niveaux jusqu'au niveau 5, celui des villes et des communes. Il nous manque donc le niveau 6. De quoi s'agit-il? Cliquons sur la flèche rouge à gauche de la ville de Rouen pour nous rendre au niveau 6, qui est celui des lieux divers ou lieux dits, c'est-à-dire de certains lieux déterminés à l'intérieur d'une ville. Mais les lieux divers que vous voyez dans cette colonne au niveau 6 ne sont pas nécessairement situés à Rouen. Ni même dans les villes de l'arrondissement de Rouen au niveau 5, toutes ces villes que vous voyez dans cette colonne. La colonne au niveau 6 est plutôt générale pour le département au complet. Et elle contient les lieux divers des villes de tout le département de la Seine-Maritime dans le cas présent. Donc, de tous les arrondissements de ce département. Bref, un hôpital au niveau 6 dessert non seulement la ville dans laquelle il est situé, mais toutes les villes du département. Parmi les lieux divers que vous voyez ici dans cette colonne, certains sont privilégiés. En effet, les noms des hôpitaux sont précédés du petit code H.espace. S'il y avait des hôpitaux ici, les noms seraient précédés du petit code H.espace. Alors que les noms des églises ou des paroisses sont précédés du petit code P.espace. Vous en avez plusieurs ici, voyez-vous. P. Notre-Dame signifie paroisse Notre-Dame. Ces petits codes de lieux servent non seulement à les distinguer des autres noms de lieux, par exemple ceux qui sont en bas, plus bas ou plus haut,
mais aussi elles servent à les placer ensemble par ordre alphabétique dans la colonne au niveau 6. Alors vous voyez que toutes les paroisses sont placées ensemble. Et s'il y avait des hôpitaux, tous les hôpitaux seraient placés ensemble. Tout à l'heure, vous avez plutôt sans doute remarqué que la paroisse ou le village fictif de Saint-Rondon était écrit avec l'abrégé ST signifiant Saint. Et que le mot Saint écrit au long se trouvait plutôt dans le dictionnaire. Effectivement, dans les dictionnaires, les mots saint et sainte, au singulier comme au pluriel, sont écrits au long. Alors que partout ailleurs dans le logiciel, pour des raisons de commodité, ils sont écrits dans leur forme abrégée. Mais ne vous en faites pas à ce sujet. Le logiciel s'occupe d'effectuer la traduction entre les dictionnaires et les autres endroits où ces mots sont utilisés. Continuez donc à écrire ces mots en abrégé d'une façon générale dans le logiciel, sauf dans les rares occasions où vous aurez à écrire des noms de lieux directement dans les dictionnaires. C'est seulement en ce cas que vous utiliserez la forme longue. Cliquons maintenant sur le bouton rouge des utilitaires pour aller visiter un autre sous-module de l'article 3 sur les dictionnaires. C'est le sous-module petit d qui s'intitule comme suit « Entrée rapide des noms de villes ou de communes au niveau 3 et parfois au niveau 4 ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, même si les dictionnaires sont déjà assez bien étoffés en ce qui concerne les principaux pays de la planète, il se peut que vous ayez besoin d'une ville située dans un pays très peu connu dont nous n'avons pas encore pu y installer la structure administrative. Alors, accordez-vous le plaisir de le faire vous-même, car vous vous enrichirez ainsi de connaissances nouvelles. Et ce petit module que je m'apprête à vous montrer vous facilitera la tâche. Cliquons donc sur le bouton blanc au bout de la ligne. Et tout d'abord, il faut indiquer le nom du pays dans cette case. Et seuls les pays membres de l'ONU sont éligibles, comme vous le savez. Tout autre État non membre de l'ONU apparaîtra plutôt au niveau 2 du pays qui le représente à l'ONU. Alors, je vais donc écrire ici un pays que nous ne connaissons pas beaucoup. Alors, je vais écrire le Bélarus. Et Bélarus, c'est le premier ici. Alors, comme vous savez, nous utilisons la forme anglaise des noms des pays qui sont membres de l'ONU. Alors, si je vais cliquer sur ce pays, et alors vous voyez que le pays maintenant est bien indiqué dans la case appropriée. Alors, le niveau 1 est donc déjà automatiquement rempli. Alors, nous arrivons au niveau 2. Habituellement, il est facile de diviser le pays en grandes régions, en États ou en provinces, car vous savez, au niveau 2, on a justement le titre général suivant, région, État ou province. Mais il se peut qu'aucune division officielle n'existe à ce niveau pour le nouveau pays en question. Qu'allons-nous faire à ce moment-là? Eh bien, divisons-le en secteurs géographiques que vous nommerez selon vos connaissances. Par exemple, vous pouvez diviser le pays en régions nord-ouest, nord-centre, nord-est, centre-ouest, centre, centre-est, sud-ouest, sud-centre et sud-est. Ce n'est qu'une suggestion, évidemment.
L'important, c'est que vous sachiez exactement à quel endroit se trouve votre ville dans ces secteurs géographiques que vous aurez vous-même dessinés. Ensuite, passez au niveau 3 pour chacun de ces secteurs ou grandes régions. Habituellement, tous les pays ont au moins une structure administrative à ce niveau. Pour la France, par exemple, il s'agit du département. Alors, trouvez dans le pays en question ce qui équivaut à un département en France, à un État aux États-Unis ou à une division administrative de haut niveau ailleurs. Jusqu'ici, c'est assez facile car Google ou Wikipédia vous fournira toutes les informations nécessaires à ce sujet. Mais quand on arrive au niveau 4, il s'agit de trouver des subdivisions qui se situent entre le département et les villes ou communes. En France, on les appelle les arrondissements, mais ailleurs, l'appellation des équivalents vous surprendra par leur diversité. Il peut s'agir de comtés, de districts, de municipalités régionales de comtés, de municipios, bref, de tous les regroupements de villes ayant un chef-lieu ou les zones métropolitaines englobant plusieurs villes. Ces mini-régions, en quelque sorte, portent souvent le nom du chef-lieu ou de la ville principale qui les administre. Vous verrez que les cases au niveau 2 et au niveau 3 sont relativement faciles à remplir. Mais lorsque vous arriverez au niveau 4 et au niveau 5, c'est plus compliqué car il y a beaucoup plus de noms, évidemment, et ce sont des noms que vous connaissez plus ou moins. Alors, vous commencerez par connaître les noms des villes dans Wikipédia ou Google. Et à ce moment-là, vous indiquez le nom d'une ville ici. Alors, je choisis la ville de Minsk, qui est la capitale. C'est très facile. Alors, j'écris Minsk. M-I-N-S-K. Alors, dans Google et Wikipédia, j'apprendrai évidemment le nom des subdivisions auxquelles cette ville appartient. Et je sais qu'au niveau 3, eh bien, la région s'appelle Minsk également. Alors, c'est très facile. Je n'ai qu'à écrire la première lettre et automatiquement, le nom de la région, cette fois-ci, qui est encore une fois Minsk, apparaît dans la super liste. Je clique sur ce nom et vous voyez que la chaîne se complète, du moins pour les niveaux supérieurs. Alors, il ne reste plus que la case au niveau 4. Très souvent, Google et Wikipédia va me donner le nom de l'arrondissement. Et parfois, oui, parfois non. Alors, il s'agit de trouver ce nom entre les deux. Et c'est souvent assez facile. Dans ce cas-ci, par exemple, on sait que l'arrondissement s'appelle également Minsk. Hein? Alors, nous allons seulement écrire la lettre M et je complète comme ceci la chaîne au complet. Et à ce moment-là, je peux l'enregistrer dans le dictionnaire. Et à cet effet, je vais cliquer sur le bouton rouge que vous voyez ici, intitulé « Transfert de toutes les chaînes dans le dictionnaire des noms de lieux ». Alors, je pourrais avoir fait ce petit exercice ici pour plusieurs noms de villes, alors qui seraient listés ici. Alors, je pourrais les inscrire au dictionnaire d'un seul coup. Maintenant, il y a d'autres outils que nous pouvons utiliser dans ce module. Par exemple, si nous avons rempli les 3 premiers niveaux dans le dictionnaire et qu'également on a réussi à remplir le niveau 4, c'est encore beaucoup plus facile. Car à ce moment-là, je vais cliquer sur le bouton que vous voyez ici qui s'intitule « Pré-remplir toute la colonne au niveau 4 ». Alors, si je clique sur ce bouton ici, toute cette colonne-là va se remplir pour tout le fichier au complet, d'un seul coup, automatiquement. Et comme je sais que le nom de l'arrondissement, c'est le même nom que le chef-lieu de la ville, chef-lieu, alors je sais que ce nom-là va être le même au niveau 5.
Donc, je peux donc copier tous ces noms-là que vous avez pour tout un fichier au complet. Je peux les copier d'un seul coup au niveau 5. C'est donc très pratique, comme vous voyez. Alors, à cet effet, comme j'ai déjà toute cette colonne qui est pré-remplie, grâce à ce bouton-ci, je vais utiliser l'autre bouton qui s'intitule comme suit, copier les noms qui sont affichés au niveau 4, c'est-à-dire dans cette colonne-ci, dans la colonne au niveau 5. Alors, je clique ici et tous les noms qui sont ici vont être copiés automatiquement. Il peut y en avoir des centaines. Alors, c'est donc, vous pouvez gagner beaucoup de temps de cette façon-là. Alors, il ne vous restera plus que quelques villes à ajouter, sans aucun doute. Mais au moins, vous aurez une bonne partie du travail qui est complétée. Le fait d'avoir les chefs-lieux, les villes chefs-lieux déjà inscrites dans votre colonne, c'est déjà beaucoup de temps de gagner. Alors, comme je suis satisfait, encore une fois, de toutes les colonnes, les chaînes qui sont inscrites ici-bas, eh bien, je peux les transférer dans le dictionnaire des noms de lieux. Mais alors, vous allez me dire ceci. C'est bien beau de transférer tous ces noms-là dans le dictionnaire, mais s'il y a déjà des noms dans le dictionnaire, est-ce que ces noms-là vont être écrasés? Non, ils ne seront pas écrasés, car le fait de transférer les noms qui sont ici dans le dictionnaire, nous allons combler seulement que les cases vacantes. Alors, il n'y aura pas aucun problème. Et disons que les noms qui ont été inscrits ici ne sont pas tout à fait satisfaisants. Il peut y avoir des erreurs. On peut vous préférer faire un autre agencement et utiliser d'autres critères. Eh bien, à ce moment-là, on peut également vider tout ce qu'on a inscrit ici en cliquant sur le bouton bleu que vous voyez ici, tout vider. Alors, si je clique ici, vous voyez que tout est vidé. Et on peut recommencer avec différents critères. Alors, je crois vous avoir renseigné sur les principaux aspects, en tout cas, du dictionnaire des noms de lieux. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à visionner le prochain vidéo qui portera sur un sujet extrêmement important, c'est-à-dire sur l'exportation des fichiers au format JEDCOM. Et par la suite, vous verrez l'importation des fichiers du format JEDCOM au format Geniator. Donc, ce sont des sujets extrêmement importants. Alors, je vous invite à visionner les deux prochains vidéos qui sont les numéros 10 et les numéros 11. Et sur ces mots, je vous dis à bientôt.